va pouvoir passer au topo suivant. J'ai invité Adrien Blouglet de la Pitié-Salpêtrière à nous parler d'un sujet d'actualité pour lui, pour tout le monde. Enfin, actuellement, grâce à son étude d'ailleurs, Idiapason, de la pneumopathie acquise sous ventilation mécanique à Pseudomonas. Est-ce que la bithérapie est toujours d'actualité? Merci beaucoup, Claire. Merci au comité scientifique pour l'invitation. Donc, je m'appelle Adrien Bouglet, je travaille à la Pitié-Salpêtrière. Et le thème de ce topo, c'était donc les pneumonies acquises sous ventilation mécanique documentées à Pseudomonas aeruginosa. La bithérapie, il y avait aussi dans l'intitulé, parce que j'ai quand même préparé des diapos là-dessus, la durée de traitement. Donc, on va parler un petit peu de tout ça au cours des minutes qui viennent. Alors, Pseudomonas aeruginosa, c'est le bacille gram-négatif le plus fréquemment isolé en réanimation. C'est la bactérie la plus fréquemment rencontrée dans les voies aériennes de nos patients. Voilà, donc ça semble quand même être un problème relativement prégnant lorsqu'on travaille en réanimation. Et les pneumonies associées aux soins, au-delà des pneumonies acquises sous ventilation mécanique, elles sont quand même associées avec une mortalité importante, entre 40 et 70%, même si on peut probablement discuter sur la mortalité attribuable. En tout cas, ça semble quand même être associé avec un pronostic défavorable, et notamment en raison d'un taux de récidive très important, de l'ordre de 30%, mais on va revenir dessus juste après. Alors, on a quelques données épidémiologiques sur les pneumonies à Pseudomonas aeruginosa. On a cette étude publiée il y a quelques années maintenant au Canada, à peu près 800 patients de pneumonie acquise sous ventilation mécanique. L'incidence, la prévalence du PIO dans cette population, c'était 13%. Et les patients qui étaient particulièrement à risque de développer une telle pneumonie, et c'était ceux qui avaient une durée d'hospitalisation prolongée, et notamment une durée d'hospitalisation de plus de 48 heures. On peut tout de suite attirer votre attention sur le fait que l'antibiothérapie probabiliste, elle était moins fréquemment efficace lorsque le germe identifié était du Pseudomonas aeruginosa, parce que c'était efficace dans seulement à peine 2 tiers des cas. Ces pneumonies, il n'y a finalement pas énormément de papiers qui se sont intéressés très spécifiquement à cette documentation. Il y a ce papier important publié dans la JRCCM en 2013 à partir de la base Outcome Rea, c'est un papier français avec l'équipe de Versailles qui avait été instigatrice de ce travail. 393 pneumonies à Pseudomonas aeruginosa chez 314 patients. Ils avaient défini l'échec de traitement comme la récidive d'une pneumonie à Pio ou le décès. Et vous voyez que cet échec de traitement il était rencontré chez 112 patients, dont 79 récidives. Ça fait à peu près 36% d'échecs de traitement. Quand on sait que ça survient chez des patients qui sont déjà fragiles, c'est probablement un paramètre qui doit être pris en compte. Les auteurs avaient pu identifier des facteurs associés avec l'échec de traitement dans cette grosse cohorte, et c'était l'âge, la présence d'au moins une pathologie chronique, la présence d'une limitation des thérapeutiques, ça on peut comprendre que ça soit associé avec le décès, sauf à score élevé. La présence d'une bactériémie était associée avec de la récidive, et puis, ce qui n'a pas été énormément retrouvé ailleurs, une utilisation préalable de fluoroquinolone avant le premier épisode de pneumonie à Pseudomonas. Voilà, le décor est planté. Maintenant, comment est-ce qu'on traite ces pneumonies? Et il y a deux questions. Combien de temps on traite une pneumonie à Pio? Est-ce qu'il faut faire une bithérapie? Et lorsqu'on parle de bithérapie, on verra ça tout à l'heure, mais on parle bien d'antibiothérapie adaptée et pas de l'antibiothérapie probabiliste. Alors, quelle durée d'antibiothérapie? Eh bien, le papier princeps, quand on parle d'antibiothérapie et de durée d'antibiothérapie, c'est l'étude de Pneuma, qui avait été coordonnée par Jean Chastre, publiée dans le JAMA en 2003, 400 patients, un design extrêmement simple, 8 jours versus 15 jours, des patients qui avaient une pneumonie acquise sous ventilation mécanique. On peut quand même noter que les patients immunodéprimés n'étaient pas inclus dans l'étude. Vous connaissez les résultats, il n'y avait pas de différence de survie entre les deux groupes, donc pas de bénéfice lorsqu'on prend le groupe tout venant des pneumonies acquises sous ventilation mécanique à prolonger l'antibiothérapie plus de 8 jours. Du coup, on va voir que toutes les recommandations se sont adaptées sur cette étude et ont réduit les durées d'antibiothérapie. Oui, mais pour le sous-groupe des pneumonies à BGN non fermentant, à bacille gram-négatif non fermentant, dont évidemment le Pseudomonas aeruginosa est le principal représentant, il y avait quand même plus de récidives dans le groupe 8 jours que dans le groupe 15 jours, et cette différence a été significative. La même équipe a prolongé sa réflexion sur cette même cohorte de patients inclus dans Pneuma. C'est un papier qui a été publié par Alain Combe quelques années plus tard dans Critical Care Medicine, c'est la même cohorte. Ils se sont attachés à décortiquer les facteurs prédictifs de récidive. On a vu que dans le sous-groupe des patients avec une pneumonie ABGN non fermentant, il y avait plus de récidives. Ils ont dit, ok, quels sont vraiment dans notre cohorte les facteurs prédictifs d'une récidive? Et eux, ce qu'ils ont retrouvé, c'était la gravité du patient, exprimée avec l'IGS2 à l'admission,
la température et l'identification d'un bégène non fermentant. Donc, quand on a un PIO, probablement qu'on récidive plus fréquemment, ou un staphylocoque doré résistant à la méticilline. Mais en tout cas, la durée d'antibiothérapie, vous voyez, dans l'analyse univariée et multivariée, ne sortait pas et ne semblait pas associée avec la récidive de la pneumonie à PIO. Donc le fait d'avoir un PIO expose à plus de récidives, mais dans cette analyse a posteriori de l'étude de pneuma, il n'y a pas d'influence, on a l'impression, de la durée d'antibiothérapie. Alors, il n'y a pas tellement d'études en réalité qui se sont intéressées de manière prospective, randomisée à la durée d'antibiothérapie des pneumonies en réanimation, et encore moins pour les pneumonies à bégène non fermentant. En fait, on dispose globalement de 4 études, ou on disposait de 4 études au moment de la publication de cette méta-analyse dans la revue Cochrane. 4 études, de 2003 à 2012, et quand on met en commun les données de ces 4 études, on observe quand même une tendance et une augmentation des récidives en cas de durée courte. Ça sort quand même de manière significative. Et puis lorsqu'on s'intéresse spécifiquement aux bacilles gram-négatifs à germes non fermentants, et donc le PIO, eh bien là, il y a significativement plus de récidives. Alors c'est à partir de 2 études, mais quand même, on a l'impression qu'il y a plus de récidives lorsqu'on traite de manière courte les pneumonies à PIO. Que nous disent les recommandations? Les recommandations, c'est facile, c'est 2016, 2017, 2018, les recommandations américaines, européennes et françaises. Et vous allez voir, alors ce qu'on peut tout de suite dire, c'est que les recommandations, elles sont un petit peu différentes. Il n'y a eu aucune étude dans l'intervalle, donc en fait, les experts, qu'ils soient américains, européens, français, interprètent quand même un tout petit peu différemment les données disponibles dans la littérature. Les recommandations américaines, eh bien, c'est quand même d'utiliser une bithérapie pour traiter le PIO. Lorsque le patient est en choc septique ou à haut risque de décès. Qu'est-ce que ça veut dire au risque de décès? Probablement qu'un certain nombre de nos patients hospitalisés en réanimation sont à haut risque de décès. Donc, peut-être de la bithérapie pour les patients les plus graves, pour les Américains. Et puis, par contre, ils sont assez clairs sur le fait que ça va être une durée courte d'antibiothérapie. Les recommandations européennes, l'année suivante, publiées dans l'European Respiratory Journal, donc eux, ils sont plutôt monothérapie. Ils disent qu'il faut faire une combinaison pour l'antibiothérapie adaptée qu'en présence de bacilles gram-négatifs non fermentants très résistants. Et puis eux, ils suggèrent aussi donc une durée courte, mais bien sûr, on ne peut pas trop conclure pour les patients immunodéprimés parce qu'ils ne sont pas inclus dans ces études, et donc là, il n'y a pas de conclusion, c'est 7 à 8 jours, sauf pour les patients immunodéprimés. Mais je ne sais pas ce qu'on fait pour les patients immunodéprimés du coup. Par contre, ils nous disent bien, attention, ces recommandations, elles sont bien pour les bacilles gram-négatifs non fermentants. Puis les dernières recommandations, c'est les recommandations françaises de 2018, SPHAR SRLF, où là, c'est assez clair, c'est de la monothérapie en l'absence de choc septique ou de trop de déférence d'organes. Et donc ça, c'est pour l'antibiothérapie probabiliste. Et puis pour l'antibiothérapie adaptée, c'est de la monothérapie, même pour les bacilles gram-négatifs non fermentants. Quelle durée de traitement? Là encore, les experts français ont été assez clairs. C'est un grade 1 avec un agrément fort, c'est 7 jours, même pour les bacilles gram-négatifs non fermentants. Pas de débat, sauf quand on est immunodéprimé. Et donc si on résume les recommandations de ces 3 sociétés savantes, vous voyez que c'est tout de même un peu différent. Est-ce qu'il faut faire de la bithérapie? Est-ce qu'il faut faire de la monothérapie? Est-ce que ça doit être 7 jours? Mais qu'est-ce qu'on fait chez les patients immunodéprimés? Puis on a vu qu'il y avait peut-être quand même une tendance à plus de récidives, en réalité, avec ces bacilles gram-négatifs non fermentants. Est-ce que c'est grave de faire une récidive? Peut-être pas. Bon, j'ai le sentiment que tout n'est pas si clair. Alors, on a construit cette étude, Idiapadon, à laquelle vous êtes nombreuses à avoir participé, et je vous en remercie de tout cœur. C'est une étude qui s'est intéressée spécifiquement à Pseudomonas aeruginosa, des pneumonies acquises sous ventilation mécanique. Ce n'est pas des pneumonies associées aux soins, on voulait vraiment que ce soit des PAVM, donc avec plus de 48 heures de ventilation mécanique. Le critère d'inclusion était très simple, plus de 18 ans, une PAVM, une identification d'un Pseudomonas aeruginosa à un taux significatif, vous pouvez être inclus. Critères de non-inclusion, on a fait comme tout le monde, on a exclu les immunodéprimés. Je ne sais pas si c'était une très bonne idée, mais en tout cas, probablement qu'il faut garder ça en tête au moment d'analyser les résultats. Le critère de jugement principal, c'était un critère de jugement composite qui associait la mortalité à 90 jours et la récidive d'une pneumonie à PIO au cours de l'hospitalisation. Et on était assez strict sur la définition de la récidive. Il fallait que ce soit une pneumonie avec des critères cliniques, un prélèvement significatif avec un PIO, et l'ensemble des dossiers a été revu par des experts au cours d'une analyse post-hoc pour affirmer qu'il y avait effectivement une récidive de pneumonie à PIO.
Voici le flowchart. Donc, c'était une étude de non-infériorité. On avait, pour le critère de jugement principal, mortalité et récidive, on s'était fixé à 35-36% de récidive, en partant de l'étude de Benjamin Planquette, appuyée dans la JRCCM. Il fallait inclure 600 patients pour démontrer la non-infériorité. 30 centres ont participé. Et malheureusement, on a pu inclure un tout petit peu moins de 200 patients. Il y avait un taux d'inclusion qui n'était pas assez important. Et donc, on a arrêté l'étude au bout de 196 patients. Vous voyez, 98 patients dans le groupe 15 jours et 88 patients dans le groupe 8 jours. Les caractéristiques des patients, les groupes étaient parfaitement équilibrés. Vous voyez que c'est des patients qui sont relativement graves, à peu près qui sont pour 70% des cas des hommes. Ils ont une soixantaine d'années, ils ont un score SOFA et un IGS-2 qui est élevé. PCT qui n'est pas très élevé. Voilà. Et ils étaient hospitalisés principalement pour une prise en charge médicale ou une prise en charge chirurgicale en urgence. Le résultat principal, c'est celui-là. Quand on analyse le critère de jugement principal, qui est donc la récidive d'une pneumonie à Pio ou la mortalité, eh bien, on voit que ce critère de jugement principal, il est rencontré dans à peu près 25% des cas dans le groupe 15 jours et 35% dans le groupe 8 jours, ce qui ne permettait pas d'atteindre la non-infériorité. Alors attention, moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre cette notion, c'est une double négation. On ne peut pas conclure que l'un est supérieur à l'autre, mais en tout cas la non-infériorité n'est pas démontrée avec ce résultat, donc on ne peut pas conclure que le groupe 8 jours soit non inférieur au groupe 15 jours ou inversement. Pourquoi ce n'est pas non inférieur ? Parce qu'en fait, il y a plus de récidives dans le groupe 8 jours, 9,2% dans le groupe 15 jours et 17% dans le groupe 8 jours. Vous voyez, pratiquement 2 fois plus de récidives quand on traite 8 jours ces pneumonies à Pio. Et lorsqu'on faisait une analyse avec du risque compétitif pour s'affranchir de la mortalité, évidemment, si vous êtes mort, vous n'avez pas récidivé une pneumonie. Donc on a utilisé un modèle de Feynman-Gray et on retrouvait de fait un risque significativement plus élevé de récidive dans le groupe 8 jours, avec un hazard ratio qui était pratiquement à 2. Donc dans cette étude prospective, randomisée, la non-infériorité entre les deux stratégies, elle n'est pas atteinte parce qu'il y a 2 fois plus de récidives. Il y a 2 fois plus de récidives, mais est-ce que c'est grave finalement ? Là, je suis un peu gêné pour vous répondre parce qu'on n'a pas observé de différence en termes de survie entre les deux groupes, pas de différence en termes de durée de ventilation mécanique, pas de différence de durée de séjour en réanimation. On n'a pas inclus des patients immunodéprimés. Est-ce que les résultats auraient été différents si on prenait des patients avec une hémopathie maligne ou des patients transplantés ? Peut-être, mais en tout cas, voici nos résultats. Donc, pour finir cette première partie, il semble quand même je trouve que ces résultats confirment quand même ce qu'on a déjà observé dans la littérature, ce qui était observé dans la revue de la Cochrane, à savoir qu'il semble bien que pour ces germes particulièrement difficiles à traiter, que sont les BGN non fermentants, et en particulier le Pio, on s'expose à plus de récidives lorsqu'on traite de manière courte, 8 jours, les patients, mais je ne sais pas si ça a un impact clinique quand on prend une population générale. Est-ce qu'on fait une mono ou une bithérapie ? Et là, il y a très peu d'études, à nouveau. Il y a cette étude, très peu d'études, notamment quand on s'intéresse aux pneumonies à Pio. Il y a cette étude publiée dans Critical Care Medicine en 2007, ça date un petit peu, c'est une étude observationnelle, rétrospective. En Espagne, 183 épisodes de pneumonie à Pio. Les patients ont été traités en médiane 14 jours, vous voyez, on est quand même un peu plus long. D'abord des données sur l'antibiothérapie probabiliste. Lorsqu'on fait de la monothérapie en probabiliste, on s'expose à plus de traitements inefficaces, ça semble relativement logique. Pratiquement un patient sur 2 n'avait pas une antibiothérapie efficace dans cette cohorte. Et ce qu'on sait aussi, c'est quand on a une antibiothérapie inefficace pour ces pneumonies à Pio, c'est associé avec une mortalité accrue. Ok. Quand on s'intéresse à l'antibiothérapie après adaptation, en revanche, là, on trouve qu'il n'y avait pas d'influence d'une monothérapie ou d'une bithérapie sur la mortalité, la durée de séjour, la récidive. Donc ça, je pense qu'on pourra en discuter après, mais je pense que ça correspond globalement à nos pratiques, de faire très fréquemment de la bithérapie lorsque les patients sont graves pour l'antibiothérapie probabiliste, et puis probablement de rétrocéder. Voilà, mais on pourra en discuter. Il y a cette étude réalisée à Tourcoing, 100 épisodes de pneumonie à Pio. Vous voyez que l'antibiothérapie, pour le coup, elle était très fréquemment adaptée initialement, l'antibiothérapie probabiliste. Puis les patients ont fait de la désescalade dans moins d'un cas sur 2 et ont utilisé une monothérapie, donc dans ces pneumonies à Pio, là aussi dans moins d'un cas sur 2. Bon,
On est content, comme ça nous permet de comparer les deux bras. Et les deux bras, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pas d'influence du caractère mono ou bithérapie sur la survie de ces patients. Vous voyez, les seuls facteurs qui sortaient pour la survie des patients dans cette cohorte de pneumonie apio, c'était la gravité avec l'IGS-2 et l'état de choc. Donc il ne semble pas y avoir là, de bénéfice à maintenir une bithérapie dans les pneumonies apio. Et puis on a regardé nos données, tant qu'à faire, ce qui a fait l'objet du concours des résidents. Donc, c'est permis à l'interne, qui est plus interne maintenant, mais de gagner le concours des résidents aujourd'hui. Donc bravo à lui pour ces données qui ne sont pas encore publiées. Donc c'est l'étude on peut dire ancillaire de notre essai Diapason. Vous savez qu'il y avait 186 patients qui avaient été inclus. Donc on a exclu pour cette analyse ceux qui avaient reçu une antibiothérapie probabiliste inadaptée, donc seulement 15 patients, ou intermédiaires. Et donc on a pu analyser 169 patients. Ces 169 patients, la moitié, à peu près 55%, a reçu une monothérapie adaptée, et l'autre moitié, 44%, une bithérapie adaptée. Là aussi, on est content, ça permet de comparer ces deux bras. Les caractéristiques, elles sont globalement celles que je vous ai présentées pour l'analyse Princeps de la cohorte, des hommes qui ont à peu près une soixantaine d'années, pris en charge en réanimation pour une admission médicale ou chirurgicale en urgence, et qui sont quand même relativement graves, parce que vous voyez qu'ils ont beaucoup de catécholamine, beaucoup ont un rapport PE sur E2 qui n'est pas très élevé, et un score SOFA qui est entre 7 et 8. Voilà les résultats. Donc pour cette étude, sur la mortalité en réanimation, donc vous voyez sur cette courbe de Kaplan-Meier, entre le groupe monothérapie qui est en plein et le groupe bithérapie qui est en pointillé, pas de différence sur la mortalité en réanimation entre monothérapie et bithérapie adaptée pour les pneumonies apio. Pas de différence pour la récidive. Puis en revanche, on a observé une différence sur la durée de ventilation mécanique avec un signal plutôt... les patients qui recevaient une bithérapie étaient ventilés de manière plus prolongée, ce qui est quand même probablement un biais de cette étude qui n'était pas designée pour analyser le caractère mono ou bithérapie. Voilà, donc au final, les pneumonies à bacilles gram négatif non fermentant, et notamment à Pseudomonas aeruginosa, ça reste une pathologie qui est fréquente en réanimation, qui est grave, avec une mortalité et un taux de récidive important. On peut en discuter, mais il me semble qu'une durée d'antibiothérapie courte pourrait être associée avec un risque accru de récidive, sans préjuger de la gravité ou pas de cette récidive et de son impact sur le pronostic des patients. Il ne semble clairement pas y avoir de bénéfice à maintenir une bithérapie après avoir récupéré les données d'antibiogramme. Et puis peut-être que ces données ne sont pas complètement extrapolables dans certaines populations, et notamment des immunodéprimés. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Adrien. Y a-t-il des questions? Alors, je vais commencer par une question, et c'est toujours la question qu'on se pose. Est-ce que, dans ton étude, est-ce que tu as regardé les trachéobronchites? Est-ce que tu as des chiffres sur les trachéobronchites? Parce que l'impression qu'on a quand même souvent, chez des patients qui sont hospitalisés longtemps en réa, on trouve... ils se redégradent un petit peu sur le plan respi, on fait un prélèvement sans trop y croire, et puis finalement on a un gros doute sur le diagnostic de pneumopathie acquise sous ventilation mécanique. On fait le prélèvement, on trouve du PIO, il est limite au seuil, et puis on est là, on se dit bon, c'est de la colonisation, c'est pas... Enfin, voilà, je trouve que c'est quelque chose auquel on est souvent confronté. En tout cas, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est de la colonisation jusqu'à la prochaine garde, quand le patient va aller un peu moins bien et que finalement quelqu'un va craquer. Voilà. Non, mais alors, bon, c'est les problèmes du quotidien. On a essayé pour s'affranchir de ça autant que faire se peut. Un diagnostic de pneumonie acquise sous ventilation mécanique, il est difficile. Il n'y a pas de gold standard, vous le savez autant que moi. Et on a essayé quand même de s'affranchir au maximum de ça, avec vraiment en reprenant chaque dossier, ou quand les investigateurs dans chaque centre indiquaient une récidive de pneumonie, on a repris toutes les données cliniques, biologiques, radiologiques, l'histoire de la maladie, pour dire est-ce que dans cette analyse post-hoc, qui est critiquable, mais en tout cas on a essayé de donner le maximum de moyens pour dire là il y avait une vraie récidive de pneumonie, où là c'est de la colonisation, le patient il allait un peu moins bien, il a fait une altélectasie, il est colonisé avec du PIO parce qu'on sait que ces germes restent dans les voies aériennes. Bon, voilà, on a essayé de se donner le maximum de moyens pour dire c'est des vraies récidives, quoi. Donc, tu n'as pas le chiffre non, on n'a pas le chiffre de trachéobronchite. De trachéobronchite que vous avez identifié.
de Claire, c'est très important. Quan j'ai évalué les manuscrits on pneumonia en ventilació mecànica, a reviewer, me qüestione combien de traqueobronquit, perquè a la pràctica clínica, particularment avec des pacients avec traqueostomie, est plus molt freqüent. Vous pouvez reporter que des monoclonal anticorps no change le desenvolupament, mais si vous n'avez l'informació de ce subgrup en importen valles. Une autre question relacionée avec ça, c'est quelle est la définition de récidive? Perquè a les malades avec la via aèria artificial, la persistence de microorganismes est très freqüent et impossible d'éradiquer, probablement des antibiotiques travaillent meilleur qu'un seul. Mais est-ce qu'il y a des différences en la hypoxémie avec les biomarqueurs d'inflammation entre ces épisodes de récidive? Merci pour cette question. Oui, justement, on sait qu'on va très fréquemment retrouver des germes significatifs, notamment pour le PIO. Donc, il fallait une réelle... En fait, les critères diagnostiques pour cette récidive étaient sensiblement les mêmes que pour ceux de la pneumonie initiale, c'est-à-dire qu'il fallait une dégradation clinique avec une hypoxémie, de l'hypotension, de la fièvre, une hyperleucocytose, des sécrétions trachéales abondantes. Il fallait ces critères cliniques qui réapparaissaient et un prélèvement à taux significatif de pseudomonas. Donc, ensuite, tout est discutable, mais moi, demain, si je suis de garde et qu'il y a un patient qui a un foyer radiologique, qui est hypoxémique, qui a des globules blancs élevés, de la fièvre, et chez qui je retrouve du PIO à taux significatif, je vais quand même le considérer comme une pneumonie. Et donc, c'est ce qu'on a fait là dans l'analyse post-hoc. Je connais très bien les papiers de Jean Chastre avec le récidive et la finale recommandation était suivant l'observation d'un reviewer. Mais ma personal interpretació était que des malalts avaient plus isolament of pseudomonas, mais pas plus inflammatory manifestations. C'est très important de focus en la hypoxémie et avec la réaction inflammatoire, et nous avons différents biomarqueurs. C'était les critères diagnostiques pour affirmer le diagnostic de récidive dans notre étude. Ce n'était pas la documentation. Il ne s'agissait pas seulement de retrouver des germes à taux significatifs dans les poumons. Il fallait... moi, je ne fais pas partie des experts qui ont réalisé l'analyse post-hoc des dossiers, évidemment en aveugle du bras de randomisation, mais c'était les critères qui étaient demandés. C'était vraiment une dégradation clinique, des marqueurs d'inflammation, de l'hypoxémie et une documentation à taux significatif. Donc ensuite, on ne peut pas affirmer qu'il y avait une réelle pneumonie, mais je pense que les experts se sont attachés quand même à différencier de la colonisation persistante d'une réelle récidive. Il y a la définition de clompes de ventilatori associativent qui est basée en la conséquence avec le setting del ventilateur et c'est possible que c'est plus important la duration de la thérapie, de la répercussion en la hypoxémie et le ventilatori setting que l'étiquette de traqueobronquitis ou pneumonie. Quelle est votre opinion avec les ventilatori associativent? A posteriori, c'est difficile de répondre à votre question. On a essayé de mettre le maximum de chances de notre côté pour apporter des réponses à cette question, pour différencier tout ce qui n'était pas de la récidive de pneumonie avec des événements respiratoires, des trachéobronchites, des atélectasies. Voilà, après, je ne sais pas comment on peut répondre de manière plus rigoureuse que ce qu'on a fait dans notre étude pour s'affranchir de pour pouvoir répondre à cette question. Félicitations. C'est vrai
qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de plus recherche à la pneumonie au ventilateur. C'est pas vrai. Merci pour votre apportation. C'est vrai que ça prouve que le diagnostic est toujours très difficile et que la discussion reste d'actualité. Merci. Oui, Arnaud. Merci Arnaud Frigéry de Lyon Sud, merci beaucoup pour cette présentation. Pour rentrer dans ton étude, les patients devaient avoir un traitement efficace, c'est ça? Pour l'entrée, le traitement devait être efficace, non? Et le taux de traitement inefficace Oui, très faible, regarde. initialement est finalement très 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 faible. Est-ce que tu avais des informations sur est-ce que tu as eu des informations sur l'écologie des services qui étaient associés? Est-ce qu'il y en avait qui étaient habitués à avoir des PIO hyper résistants initialement? Et est-ce qu'il y avait des protocoles préétablis bi-antibiothérapie, mono-antibiothérapie? Il y a 3 questions. Ouais, mais j'aime bien. Je vais probablement oublier, les oublier au fur et à mesure. Alors, tu reprends ce que tu veux. Je suis d'accord. Non, pour répondre à la première question sur l'antibiothérapie proabliste, elle était dans l'immense majorité des cas adaptés. Tu vois, sur 169 patients avaient une antibiothérapie proabliste adaptée sur 186. C'est pas de la PAVM tout venant, là c'est quand même de la pneumonie apio, donc c'est de la pneumonie qui survient plutôt après une durée, je vous ai pas présenté ça, mais après quelques jours de ventilation mécanique, après une durée d'hospitalisation importante. Donc je pense que c'est ces patients chez qui on va tous mettre une association avec une bêta-lactamine à large spectre, un inhibiteur et éventuellement une bithérapie avec par exemple des aminosides. Donc je pense que ça explique le caractère vraiment important de cette antibiothérapie proabliste adaptée. Pas d'infos sur les écologies. On n'a pas recueilli ça. La proportion de germes très résistants, pan-résistants, on n'a pas recueilli ce paramètre. Et pour ce qui est des modalités de l'antibiothérapie, on avait un petit peu anticipé qu'on pourrait avoir des difficultés à recruter les patients, et on s'était dit qu'il fallait laisser le maximum de liberté aux investigateurs, à la fois dans la conduite de l'antibiothérapie initiale, proabliste, comme dans la conduite de l'antibiothérapie adaptée, notamment en termes de désescalade, de monothérapie, de bithérapie. Donc on a essayé d'être très très peu interventionnel pour avoir le maximum de patients. On voit que ça a marché avec un succès relatif. Mais bon, voilà, c'est la vie de la recherche clinique, quoi. Merci beaucoup pour la discussion, mais le temps c'est le temps. Et le temps maintenant est pour Philippe Montraverg. Une dernière question. Excusez-moi. Très rapide, courte. s'il vous plaît. Petite question. Est-ce qu'il y avait une différence au tout début, quand on est en bithérapie, parce que le patient, quand il y a eu une bithérapie, est-ce qu'il y a une comparaison entre les patients qui ont une bithérapie avant l'adaptation et ceux qui ont juste une monothérapie depuis le début? Pas de différence. Et c'était quoi la durée de la bithérapie au tout départ, en moyenne? Alors, avant l'adaptation? ouais, on a toutes les données dans cette étude là qui va bientôt être soumise, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais ça doit être de l'ordre de 48 heures. D'accord, merci. Merci. On peut continuer à la fin de la session. C'est très intéressant.